les femmes, on a envie de raconter des histoires. On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes qui se sont dit mais le son ça m'intéresse, il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie. Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole. Il y a des filles à la régie, à l'administration. Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Donc là, on ouvre une nouvelle page. Notre silence ne nous protégera pas. Et j'ai envie de dire ce soir que nous ne nous tairons plus. Qu'est-ce qui fait qu'une scène devient culte ? C'est peut-être quand elle mélange une certaine dose de ridicule et de sincérité. C'est ce que j'ai pensé devant le deuxième volet de Twilight, Tentation, en arrivant à cette scène ô combien culte, où Bella, après s'être fait larguer comme une vieille chaussette par Edward, l'amour de sa vie, passe des mois assise, le regard vide, face à la fenêtre. La caméra tourne autour d'elle, les mois s'affichent à l'écran, les saisons passent dans le jardin, le piano de Lickely martèle les mêmes notes comme une horloge. Tout dans cette séquence est outrancier. Bella est catatonique, elle hurle dans son sommeil, elle ne mange plus. Cette scène est, disons-le, franchement ridicule. Et pourtant, qui pourrait prétendre ne s'être jamais un petit peu reconnue dans cet abandon total suite à une rupture douloureuse ? C'est peut-être pour ça que cette séquence résume aussi bien ce deuxième volet de Twilight. Un film souvent assez insupportable, plutôt farfelu, on y croise des loups-garous, des vampires de la Renaissance et même des motards, mais un film où des moments de sincérité pointent parfois le bout de leur nez et nous rappellent 17 ans après sa sortie, et oui, c'était en 2009, pourquoi on avait été aussi accro à la saga Twilight. En tout cas, ce n'est que mon avis. Je suis Marianne Agier et pour débattre de ce deuxième volet de la saga Twilight, Tentation, dans cet épisode de Sorociné, je me suis entourée de mes vampires et loups-garous favorites. Enora Abré. Hello. Eliette Arnaud. Hello. Alicia Arpaia. Coucou. Et Léon Catan. Salut. Les filles, Twilight 2, c'est un film qui divise beaucoup plus que le premier. Alors pour vous, j'ai une première question. Film culte ou film insupportable ? Et je double avec une deuxième question. Est-ce qu'à l'époque de sa sortie, donc en novembre 2009, vous étiez encore dans la hype Twilight quand vous êtes allé le voir ? Et Nora, je te laisse commencer. Alors pour le coup, moi j'étais beaucoup plus dans la hype pour le 2 que pour le 1. Parce que le 1, je l'avais un peu vu par défaut. Et ensuite, comme ma cousine surtout était fan, je m'étais lancée dans la lecture des livres. Et donc j'ai vu le 2. Et on va dire que ça a fait vraiment un effet pétard mouillé. Parce que j'y suis allée, je me rappelle du coup à la sortie au cinéma. J'avais une dizaine d'années. J'avais traîné mes parents et mon frère qui étaient très heureux d'être là. Et on va dire que vers la fin du film, même moi, je me suis dit... Je crois que c'est trop. Je crois que c'est un peu trop kitsch, un peu trop cucu. Surtout quand on voit cette scène où on voit Bella et Edward courir habillés en blanc dans la forêt. Moi, j'ai cru que mon crâne allait exploser. Oui, c'est dans le 2, ça ? Oui, c'est dans le 2. C'est à toute fin du 2. T'as une toute petite séquence comme ça. Ah oui, avec la vision des... Oui. Ouais. Alors là, du coup, j'ai immensément ri. Et je pense que même, voilà, la gamine de 10 ans que j'étais s'est rendu compte que c'était trop. Donc voilà, après, j'ai lu le 3, j'ai refermé. J'ai vu les autres films quand même pour faire comme tout le monde. Mais on va dire que ça a été un moment un peu rude finalement. Eliette ? Pour moi, c'était quand même assez culte parce que j'étais une énorme fan. Et je pense que moi, j'y allais vraiment pas par défaut. Je pense pour moi, 2009, j'avais 11 ans, c'était vraiment le début pour moi de la vraie passion, quoi. J'avais toujours un Twilight ouvert, des bouquins. Donc le 2, je pense même que c'est le premier que j'ai vu direct au cinéma parce que le premier, j'avais pas encore commencé à lire les livres. Après, bien sûr, je pense que c'est beaucoup les souvenirs d'adolescente qui parlent sur mon affection pour ce film. Mais ouais, moi je pense que mon amour d'adolescente pour Twilight aime encore le 2 et trouve qu'il est quand même assez culte. Il y a des scènes dont on parlera aujourd'hui et qui sont gravées, quoi. Alicia, culte ou pas culte ? En fait, moi à l'époque j'étais hyper fan aussi, j'en avais déjà parlé dans le premier podcast, donc j'y avais été à la sortie du lycée parce que j'étais un peu plus âgée que vous, j'avais 15 ans. Et j'étais vraiment partie hyper heureuse, première séance à 14h, avec des copines, à fond les ballons. Je crois qu'à l'époque j'avais beaucoup aimé, parce que j'étais fan et que voilà, j'avais encore le cœur plein d'amour pour cette saga. Aujourd'hui, voilà, le film, bon, faut quand même être un peu lucide. Il est absolument affreux. Alors, si je me permets, je disais aussi ça du premier, vous m'êtes tout tombé dessus. Non. Le premier, on va pas redébattre, mais c'est un classique, c'est un chef-d'œuvre. Le 2, non, c'est malheureusement, on va y revenir, mais c'est insupportable. Léon ? Je vais pas être originale, moi aussi, grande fan. J'avais absolument hâte de voir l'adaptation du deuxième livre parce que voilà, j'étais d'abord fan des livres. J'étais ce genre de personne insupportable en mode oui, moi j'aimais parce que j'avais lu les livres. Et bref, en fait, ce qui m'a sorti du truc, c'est que j'ai commencé à trouver tout le monde extrêmement laid.
En fait, et ça va pas en s'améliorant avec la saga. Ça va pas en s'améliorant, mais en fait, tout m'est paru tout d'un coup très artificiel. Enfin, il y a vraiment eu à ce moment-là une débauche d'effets spéciaux profondément ratés. Et du coup, on perdait le côté un peu bricolé, puis la choucroute d'Edward s'était un peu effondrée. C'était triste. Ça m'a fait beaucoup de peine. Et puis le Duffelcoat avait disparu. Enfin, oui. Ouais. Puis ses yeux aussi. Enfin, est-ce qu'on en parle ? C'est la lueur perverse de je sais pas quoi. Mais voilà. Donc du coup, le fait qu'il y ait un glow down de tous les personnages m'a petit à petit emmené loin des adaptations cinématographiques de cette saga que j'aimais pourtant à la folie. C'est peut-être dû aussi au fait que ce n'est plus la réalisatrice Catherine Hardwicke, mais bon, ce n'est qu'une théorie et de toute façon, on va en parler. Et toi, Mariana ? Bah non, mais moi, un peu comme... pareil, je vais pas être très originale. Après, moi, c'est un film que honnêtement, c'est pas le plus désagréable à regarder encore aujourd'hui de la saga, je trouve. Ah, ça, c'est clair. Et je l'ai un peu dit en intro, mais je trouve que on en parlera, mais moi, je trouve que c'est un film qui est très bizarre. On dirait un peu un patchwork. Il y a des moments qui, je trouve, marchent très bien. Il y a des moments, on dirait que c'est un autre film. Il y a des moments drôles, il y a des moments ridicules. J'ai l'impression que tout est complètement désarticulé au niveau de la réalisation. Donc, il y a vraiment des intentions que je comprends pas, et même pareil au niveau de l'acting, mais ça je compte bien revenir dessus. Pour moi, il y a quand même quelque chose d'encore un petit peu culte encore aujourd'hui sur ce film, justement ce côté hyper outrancier qu'on disait beaucoup aimé dans le 1, je trouve qu'il est encore présent dans le 2 de bien d'autres manières, donc moi je pencherais plutôt sur le côté culte. Désolée les filles. C'est désormais une tradition. C'est quoi votre réplique préférée de Tentation ? Léon ? Des fois je trouve que le silence parle plus fort que les mots. Du coup, pour moi, clairement, c'est la scène où, évidemment, Bella veut faire la meuf gracieuse sur la moto, qu'elle se pète la gueule et qu'elle commence à saigner du front. Et à ce moment-là, Jacob, qui est vraiment un médecin dans l'âme, finalement, retire son t-shirt pour lui éponger le front. Et en fait, j'ai remarqué que Jacob a la fâcheuse tendance à répondre parfois en plein milieu de conversation, juste en enlevant ses vêtements. Voilà, donc je trouve que c'est une manière intéressante de s'exprimer et c'est pour ça que je voulais partager cette réplique avec vous. Et Nora, tu avais l'air d'hésiter. Un peu comme Léon, je vais pas pencher pour un silence, je vais pencher pour un soupir, qui est la dernière chose que nous entendons quand même dans ce film, donc il y a quand même l'un des plans, je pense, de fin les plus laids de l'histoire du cinéma, où Edward demande à Bella « Veux-tu m'épouser ?» et on entend juste le film se coupe et je me rappelais pas du tout de ce plan de fin, et pour l'avoir revu hier, je me rappelle avoir ouvert des yeux complètement écarquillés et avoir tapé un excellent fou rire, donc merci pour ça. Non mais elle a avalé sa salive de travers, c'est tout. Alicia ? Alors comme le t-shirt, plutôt l'absence de t-shirt a déjà été évoquée, moi je vais partir sur le pense à Charlie, parce qu'en fait en revoyant le film c'est un vrai running gag, c'est-à-dire que toutes les demi-heures à peu près, que ce soit Jacob ou Edward, pour se dédouaner, ils sont toujours là genre Bella, mais pense à Charlie, ne fais pas ça, pense à Charlie, tu te rends compte, pense à lui. Charlie, le père de Bella donc. Oui, Charlie le père de Bella bien sûr, qui est complètement à côté de la plaque dans ce film. Il regarde des films avec ses potes avec des packs de bière, c'est vraiment c'est Desperate Houseman quoi. Et donc voilà, pense à Charlie, ça me fait beaucoup rire. Eliette ? Du coup, la phrase que j'avais choisie, je pense que c'est une de celles qui représente le mieux ce film, très émo-drama. Alice, je vais bien, sauf quand je suis seule, c'est-à-dire presque tout le temps. À écrire sur son cahier de texte. Et toi, Mariana ? Moi, je vais rebondir aussi sur un moment très émo. Donc, je vais citer une des 56 citations de Shakespeare et de Roméo et Juliette qu'on a dans le film, parce que vraiment, c'est une abomination à quel point le livre déjà et le film font des citations à Roméo et Juliette. Et donc, au début, Bella ne s'est pas encore fait larguer par Edward et ils sont donc encore ensemble, ils sont en cours et évidemment, le prof leur fait voir une version de Roméo et Juliette. Et donc évidemment ils sont tous les deux dans le fond à se parler et tout, et il y a un moment où du coup Edward dit je suis vachement jaloux de Roméo, et Bella le regarde et dit oui évidemment parce que Juliette est magnifique, et il dit non, je n'envie pas Roméo pour la fille, j'envie Roméo parce qu'il a pu se suicider. La vache. Accessoirement, Roméo avait 14 ans, tu en as plus de 100, Edward il serait temps de grandir et d'aller en thérapie. 109 109 exactement. Ok, Dark Sasuke.
Mais sur la partie, pour faire aussi une citation silencieuse, il y a aussi quelque chose que j'adore, c'est si les personnes qui connaissent le film par cœur comme moi savent de quoi je parle, mais le raccord pizza clé à molette qu'il y a dans le film à un moment où elle passe du temps avec Jacob. C'est un petit montage pour raconter que voilà, ils sont contents, ils passent du temps ensemble, etc. Quand elle lui fait réparer ses bécanes. Et du coup, c'est des petits montages en mode ouais, il y a tes potes, on se commande des pizzas. Et à un moment, Bella jette à Jacob une part de pizza et raccord plan suivant, il attrape une clé à molette et je trouve ça génial. Premier Stanley degré. Kubrick, je ne connais pas. Non, mais par contre, C'est vraiment 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est l'os. Bon, encore une fois, on a rendu à ce film tout l'honneur qu'il mérite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va refaire un petit point production comme pour notre premier épisode. Alicia, est-ce que tu peux nous raconter la naissance ou du coup la suite de Twilight, donc Twilight Tentation? Donc oui, souvenez-vous, on s'était arrêté sur le méga succès du premier épisode. Donc rappel des faits, c'est 400 millions de dollars au box-office pour un budget de 37 millions, dont 2,7 millions d'entrées en France. Et donc après cette sortie salle, le film il a aussi continué de vivre parce que, comme on l'a dit un peu autour de table, il y a eu des révélations pour reprendre un titre de livre. Non, du 4e tome. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont découvert en fait la saga avec le premier film et donc Twilight a pris de l'ampleur. Par exemple, les DVD du premier film, que vous avez peut-être d'ailleurs autour de cette table, se sont écoulés à 11 millions d'exemplaires. C'est vraiment énorme à travers le monde. Donc voilà, vive le DVD. Et donc vu le succès, en fait, Twilight va vraiment changer d'ampleur et la suite, elle est immédiatement mise en chantier fin 2008 dans la foulée de la sortie du film aux États-Unis. Et la première en fait à pâtir de ce changement d'ampleur, on l'avait dit dans le premier podcast, c'est Catherine Hardwicke, la réalisatrice, qui est éjectée du projet parce qu'elle refusait notamment de se soumettre à un calendrier drastique que lui imposait le studio, qui voulait absolument sortir la suite en moins d'1 an. Elle a dit dans des interviews plus tard, impossible de faire un bon film dans ces conditions. C'était pas forcément sa volonté aussi. Elle avait pu dire auparavant qu'elle était très attachée à cette saga. On l'avait déjà dit, on sentait que c'était un vrai film d'auteur. Donc voilà, ciao Catherine Hardwicke. Par contre, au scénario, Melissa Rosenberg reste en place. Stephenie Meyer est toujours très impliquée dans la production. Et côté réalisation, donc, c'est un homme qui arrive aux manœuvres. Mais non, surprenant. On s'y attendait pas celle-là. On n'allait pas laisser 1 an de plus à Catherine Hardwicke. Bien sûr que non. Du coup, voici Chris Weitz. Alors Chris Weitz, ça vous dit rien, pourtant il a réalisé American Pie avec son frère. Donc voilà, ça pose le décor. Comment ça veut tout dire? Je suggère que ça nous dise toujours rien après cet épisode. Et au-delà de American Pie, il avait aussi signé À la croisée des mondes, La boussole d'or, qui est un film young adulte d'heroic fantasy également, pas très bon. Mais je pense c'est un que grand échec commercial d'ailleurs, surtout. Grand échec commercial qui est sorti 2 ans du coup avant ce film-là, mais c'était assez pour que le studio fasse confiance à Monsieur Chris Weitz. Et au-delà de la question de Catherine Hardwicke, il y avait aussi beaucoup de rumeurs sur le fait que Taylor Lautner reprenne ou pas le rôle de Jacob, puisqu'il est beaucoup plus présent à partir de ce 2e film du coup. Bah oui, est-ce que Taylor Lautner va revenir ? C'est la grande question. Alors pourquoi cette question ? Parce qu'en fait, quand la production a révélé le synopsis de Tentation, et en fait, le nom de Taylor Lautner n'était pas associé à la suite Jacob. Contrairement au nom de Kristen Stewart et Robert Pattinson, qui étaient vraiment annoncés tout de suite dès la mise en production, et c'était pas du tout le cas de Taylor Lautner. Et en effet, comme tu le disais, il y avait eu beaucoup de rumeurs sur le fait que d'autres comédiens seraient déjà envisagés pour remplacer le comédien qui avait quand même 16 ans à l'époque, il était vraiment très jeune, parce que il n'avait pas la carrure. Mais du coup, il a vraiment repassé des essais dans l'interview de l'acteur dans le DVD. Comme je vous le disais, je l'ai, donc j'ai tout visionné. Il le dit un peu à demi-mot qu'il s'est battu pour avoir le rôle. Alors que vraiment, il y avait des acteurs qui commençaient déjà sur les réseaux sociaux de l'époque, sur Facebook, à dire « Ah c'est moi qui vais avoir le rôle », notamment un certain Michael Copon. Qui est-il ? Je ne sais pas. C'était un Power Rangers. Mais finalement, Taylor a pris des protes, Taylor a soulevé de la fonte, et résultat, Taylor a pris 14 kilos de muscles, et donc il a sauvé sa place dans la saga, et la promo du film d'ailleurs a vraiment cherché à construire autour de lui l'image d'une future action star qui fait lui-même ses cascades, attention. Mais spoiler, ça n'a pas marché. Et au-delà du coup de Taylor Lautner qui du coup reprend sa place de Jacob, il y a d'autres nouveaux comédiens qui rejoignent le casting, et pas des moindres, parce que dans le premier épisode, il n'y avait pas vraiment d'acteurs connus. Et là, pour les rôles secondaires des Volturi, ils vont caster Dakota Fanning, qui était quand même une des comédiennes, on va dire, enfant star les mieux payées à Hollywood à l'époque. Michael Sheen, qui jouait d'ailleurs un loup-garou dans Underworld, ce qui est un peu rigolo. Et puis Jamie Campbell-Bower, qui jouait dans un film aussi à la tendance très émo-gothique, Sweeney Todd, quelques années plus tôt.
Donc voilà pour les petits nouveaux dans le casting. Donc le tournage commence au printemps parce qu'il faut aller très très vite comme je le disais, et il y a pas mal de changements par rapport à l'ère Hardwick, notamment déjà esthétiquement, la teinte du film devient beaucoup plus chaude, on perd ce grain bleuté si particulier que personnellement j'adorais et je trouve qu'il faisait toute la personnalité du projet. Là ça lisse totalement le film, et puis on change de lieu, direction le Canada parce que ça coûte un petit peu moins cher que de tourner à Portland, et donc les décors sont reconstruits. Par exemple la maison de Bella, c'est un décor en carton-pâte, ils tournent en studio la plupart des intérieurs. Le lycée, par exemple, c'est un fond vert, parce qu'ils ne sont pas retournés au lycée du premier film. Et si vous avez remarqué, la maison des Cullen, elle a carrément disparu, on ne voit que l'intérieur, on ne voit plus l'extérieur. Le budget est quand même assez conséquent vu qu'on est sur 50 millions de dollars, mais où il part ce budget, notamment en Italie, puisqu'il y a une scène à Montepulciano sur une semaine dans la séquence assez connue de Volterra dont on reparlera tout à l'heure. Et le deuxième gros poste de dépenses, au-delà évidemment de l'Italie et des lieux de tournage, Léon l'a évoqué tout à l'heure, ce sont les effets spéciaux absolument formidables de ce film. Il y en a beaucoup. Alors, ce que je voulais préciser, c'est que c'est une femme qui les a supervisés, qui s'appelle Suzanne McLeod. C'est assez rare quand même de préciser qu'il y a des femmes qui sont superviseurs d'effets spéciaux à Hollywood, donc c'est plutôt chouette. Ça a desservi la cause. Hein. Je suis désolée. Mais elle n'est pas la seule responsable, je vous rassure, parce qu'elle a été accolée de Phil Tippett, qui est une légende à Hollywood, puisqu'il avait fait les effets spéciaux de Star Wars et Jurassic Park, et qui a fait Les Loups. Voilà, donc c'est pas son meilleur travail. Ouais. On apprend des choses dans ce podcast, c'est fou. Donc voilà, beaucoup de cascades, beaucoup de VFX. Malheureusement, ça a mal vieilli. Et en plus, c'est beaucoup de choses qui ont été faites sur fond vert ou sur ordinateur. Je pense à un exemple précis, ce sont en fait la course des vampires. Par exemple, on en avait parlé dans le premier podcast, il y avait tout un dispositif qui avait été fait par Catherine Hardwicke avec des tapis roulants sur lesquels les vampires se déplaçaient. Là, on a juste mis un effet rapide, c'est hyper moche, ça a hyper mal vieilli, et je trouve qu'on a vraiment perdu en qualité. Merci Alicia, et je crois que tu as aussi une dernière anecdote à nous partager, je suis très curieuse. Oui, et elle est spécialement dédiée pour toi, Mariana. Ouh là là. Est-ce que tu savais que Taylor Swift était fan de Twilight ? Non, je ne savais pas. Et déjà, c'est la première révélation, je vais beaucoup utiliser ce mot. Elle était à l'époque en couple, je le rappelle, avec avec Taylor Lautner. Bien sûr. Oui. Et du coup, madame avait demandé à Chris Weitz, via son agent, de faire un caméo dans le film, et il a refusé. Voilà, il a révélé ça dans un podcast il y a quelques années. C'est peut-être pas plus mal. L'occasion manquée. Voilà, Taylor Swift n'a pas pu faire une apparition, elle voulait vraiment absolument mettre sa petite tête. Bah oui, non, parce qu'en fait, le réalisateur a dit que ça aurait été une distraction. Les gens seraient sortis de l'intrigue. Ils auraient vu Taylor Swift, ils se seraient dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Il y a quelle intrigue aussi. C'est pas comme s'il y avait des séries d'inspiration médiévale qui avaient rajouté la grosse tête d'Ed Sheeran, par exemple, pendant un des épisodes. Oui. Game of Thrones. Ouais. Chris Weitz, franchement, peut-être qu'il a perdu un petit argument marketing supplémentaire. Mais en tout cas, le film a quand même marché, même sans Taylor Swift, avec 712 millions de dollars au box-office. C'est 2 fois plus que le premier, avec des records qui ont été battus sur le premier week-end d'exploitation. Et en France, ça a fait aussi 4,2 millions d'entrées. C'est pareil, quasi 2 fois plus que le premier, même si la réception était négative du côté de la presse, à l'international comme en France. Et je vous ai fait, comme sur le premier volet, un petit florilège misogyne. On a dit du film qu'il y avait une interprétation sous anxiolytique de Kristen Stewart pour Le Figaro. Un film qui s'enlise dans la guimauve, mais le beau robe tombe la chemise. Dans le JDD. Par contre, Taylor, on s'en fout. Non, mais puis là, il y a un truc à régler, en fait. Et pour finir, un succès acquis auprès des ados pour ce Roméo et Juliette niais et traditionnaliste pour l'Obs. Voilà, donc j'avoue, moi je suis quand même un petit peu d'accord avec ces critiques. Moi j'aurais pas fait une bonne critique à l'époque. À part le t-shirt, ça quand même c'est... Oui, j'allais dire le Roméo et je crois Juliette que c'était traditionnaliste. Oui, c'est classique. Pour le coup, non mais ça je va. voulais quand même oui, sortir sur une note un peu plus sympa que le t-shirt qui en plus était... Mais en plus traditionnaliste, enfin, parce que Roméo et Juliette était tellement déconstruit, je ne comprends pas. C'est pour ça, moi je trouve qu'il y a quand même un relance sur cette critique-là, de dire regardez par rapport au classique, alors que t'as raison Léon. Enfin... Comment Hostel, bon après oui, comment Hostel reprend de Shakespeare, mais effectivement, il y a, la critique est vachement déplacée à ce niveau-là. Mais est-ce que aussi c'est pas lié au fait que ça y est, on est après le premier, on commence à avoir il y a directement les critiques sexistes un peu de base du fait que c'est un truc pour midinette comme vous en parliez dans le précédent podcast. On est après ce début de cette première vague de haine. Peut-être que certaines de ces critiques sont aussi un peu axées, biaisées par ça, même si le film est effectivement pas exceptionnel. Je pense qu'il doit y avoir aussi un lien dans le premier. Peut-être que les journalistes n'avaient pas encore le truc de se dire. De ce relent-là derrière, et maintenant oui, quoi. Merci Alissa pour ce petit point production. Alors on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je l'ai déjà un petit peu dévoilé en introduction, et si vous écoutez cet épisode, j'imagine que vous savez ce qui se passe dans Tentation, mais
pour les personnes du fond qui n'écoutaient pas, je vais quand même prendre la peine de résumer ce qui se passe. On reprend donc l'histoire de Bella, une lycéenne qui sort avec Edward, un vampire, donc on l'a dit, de 109 ans, qui a l'air d'en avoir 17. Au début du film, Bella se fait donc larguer par Edward comme une vieille chaussette, juste après ses 18 ans, officiellement parce qu'il la met en danger, officieusement, je dis, il a fait une petite Leonardo DiCaprio, genre ça y est, elle est majoritaire. Ah non, elle est majeure. Oui, elle est majeure, pas majoritaire. Donc suite à ça, Bella, en pleine dépression, va se mettre à passer du temps avec son pote Jacob, qui est un natif amérindien qui vit dans une réserve. Alors ils passent leur temps à réparer des bécanes, parce que Bella s'est rendu compte qu'avec des shots d'adrénaline, elle a des visions d'Edward, je vous ai dit, pour le scénario un peu loufoque. Alors Jacob, il a des sentiments pour Bella, elle, pas du tout. Bref, il y a des péripéties dont on se fout un petit peu. Et le film se termine, du coup, on l'a dit, par un gros plagiat de Roméo et Juliette. Donc Bella continue avec ses shots d'adrénaline, elle va se mettre en danger, donc Edward pense qu'elle est morte, du coup il va partir faire une tentative de suicide en Italie chez des vampires super méchants, Bella le rattrape, ils se remettent ensemble et il la demande en mariage. Donc ça c'est Twilight Tentation, et du coup pour commencer cette analyse je voulais revenir sur quelque chose qu'on avait un petit peu dit dans donc, le précédent épisode de notre podcast qui était dédié donc au premier film Twilight Fascination, sur le fait que le premier film, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que le premier film avait quand même ça de touchant, qu'il s'attarde beaucoup sur les émois adolescents et notamment sur la naissance du désir, et que c'est surtout, je crois que c'était surtout toi Alicia qui disait que c'est surtout en fait à partir du 2 qu'on commençait vraiment à voir en fait le versant très toxique de cette relation, et ce qui le montre vraiment un peu à son apothéose, c'est justement la réaction de Bella après sa rupture avec Edward. Alicia, tu voulais revenir, c'est toi qui avais dit cette théorie, du coup tu voudrais revenir là-dessus? Oui, pour moi la toxicité en fait elle est beaucoup plus malsaine que dans le premier film, avec notamment cette rupture qui est hyper rude, parce que vraiment il la jette comme une merde du jour au lendemain après lui avoir dit la veille genre le plus beau cadeau que tu me fais c'est toi qui respires. Enfin, en fait c'est vraiment un énorme choc pour elle, mais pour nous aussi spectateurs, parce qu'on comprend pas trop ce retournement. En plus il lui dit des choses hyper difficiles, et derrière il va lui faire ce que j'appellerais presque du chantage au suicide. Alors oui, il pense qu'elle est morte, blablabla, mais je veux dire, monsieur est tellement triste, genre il la largue comme une merde, et du coup il veut aller se tuer parce qu'elle est triste. Enfin, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement toxique, et pour moi les 10 dernières minutes du film sont vraiment le vrai visage d'Edward en fait qui est révélé. Moi je trouve que c'est red flag sur red flag sur red flag, parce que déjà il s'excuse de l'avoir largué en mode non mais c'était pour ton bien machin, et au moment où il lui dit ça, d'ailleurs je trouve que Stewart le joue plutôt bien, parce qu'elle a comme si elle se sentait poignardée dans le cœur une deuxième fois par la phrase d'Edward qui lui dit non mais j'ai dit ça c'est pour ton bien, comme si c'était une nouvelle souffrance supplémentaire, et pourtant elle va replonger à fond. Et lui il continue genre mais je veux pas te transformer, parce que donc ça veut dire en sous-texte qu'il n'a aucun intérêt pour les désirs de la femme qu'il est censé aimer, donc c'est quand même assez grave. Et puis cette demande en mariage qui sort de nulle part, enfin voilà, pour moi c'est vraiment une sorte d'enfilade de red flag qui installe une relation toxique et d'emprise en fait, et c'est très visible je trouve, notamment dans la fin du film. Mais on voit surtout l'obsession du contrôle et de la protection qu'on voit énormément dans ce film-là et qui va se poursuivre par la suite, où il y a effectivement le contrôle sur son corps, donc la transformer, pas la transformer, le contrôle donc à travers les sortes de visions qu'elle a avec qui elle a le droit de parler, il faut la protéger absolument des autres hommes, que ce soit des inconnus, que ce soit Jacob. Finalement, les rares moments où il s'adresse à elle, c'est uniquement pour, dans son terme, la protéger, mais en réalité la contrôler. Et dans le 3, ça continue aussi. On le voyait un peu moins dans le premier, même si ça existait déjà, parce que nous, spectateurs, on était attirés par cette découverte du monde des vampires, cette découverte du désir, mais ça passait déjà par là, par l'obsession du contrôle. Et là, dans le 2, il ne reste plus que ça, puisque finalement, il n'est pas là, et les rares fois où il s'adresse à elle, c'est uniquement pour lui dire « Ne monte pas sur cette moto, ne parle pas à tel inconnu », enfin, on dirait ma mère, quoi. Après, c'est pas lui directement, c'est ce qu'elle imagine, c'est presque encore pire, hein. On va dire, c'est peut-être ce que tu voulais dire, Léon, là-dessus. Non, mais je suis d'accord avec toi, et Nora, je pense que du premier émanait une forme de légèreté malgré tout ce qui s'y passe, parce qu'il y a quand même énormément de codes qui appartiennent au teen movie et qui du coup nous paraît plus tangible, alors que là vraiment on rentre dans presque du film d'action en fait. Dans le second, ça s'intensifie vraiment beaucoup plus. Et moi, je pense que ce film, il a différentes utilités, et notamment cette histoire de rupture, de retrouvailles, etc., a une utilité. Déjà, le fait de montrer l'autre versant de la passion, qui est donc le fait d'avoir l'impression d'avoir
un membre fantôme en fait quand on a perdu l'autre, l'espèce de perte de contrôle de soi qui est toujours en fait au cœur de Twilight, que ce soit la perte de contrôle de Bella par rapport à ses sentiments, mais aussi la peur de la perte de contrôle d'Edward de la bouffer, et puis aussi tout le comportement d'Edward sert aussi à on va dire planter les futurs obstacles à leur relation dans les films qui vont suivre, parce que je pense que on était un peu arrivé à la clôture de quelque chose dans le premier, et il fallait réussir à trouver une manière de relancer du conflit pour relancer la passion. Donc il fallait que ce soit la rupture, et du coup la rupture permet à Jacob d'arriver, et du coup Jacob il va devenir un problème dans le 3, et il y a les Volturi aussi, donc je pense que c'est aussi beaucoup lié à ça. Eliette? Et moi, avec ça aussi, il y a quelque chose qui, moi, me dérange un peu dans la caractérisation de Bella par rapport à ça. C'est qu'en fait, la façon dont Bella réagit en se mettant en danger en permanence, en faisant un peu n'importe quoi en fait pendant tout le film, ça justifie presque le contrôle que peut avoir Edward sur elle. Parce que quand il est là, elle fait pas ces conneries-là. Et quand il est plus là, elle fait n'importe quoi. Elle fait n'importe quoi en fait. Et c'est un peu, en plus, je trouve qu'elle est vraiment présentée dans tout le film. Elle est encore plus horny que dans le premier. Et genre, elle est présentée un peu comme cette ado hyper horny et qui fait n'importe quoi quand il n'y a pas son mâle alpha à côté, en train, que ce soit Edward ou Jacob d'ailleurs, qui va la protéger et la cadrer un peu en fait. Oui, puis dans cette idée de... Enfin, il y a vraiment un truc d'infantilisation ici totalement de son personnage, et c'est notamment ce qui se passe, c'est flagrant, je trouve, dans la scène de rupture, parce qu'en fait, il lui dit deux choses. Il lui dit, cette phrase, je suis quitterai, tu me reverras plus, ce serait comme si j'avais jamais existé, etc. Et après, il lui dit, je te demande un seul truc, ne fais pas de conneries. Et en fait, il y a vraiment ce truc en mode, par contre, vraiment, tu te mets pas en danger, hein, enfin, tu fais hyper attention et tout. Et c'est, en fait, il y a vraiment, jusqu'au bout, il y a vraiment un truc d'infantilisation et de dépossession, et c'est là où je trouve que le deuxième film est hyper intéressant à regarder, un peu comme miroir déformant du premier, parce que tu vois vraiment tout le versant très pervers du fait qu'elle s'est jetée corps et âme dans cette espèce d'admiration. C'est un peu le versant négatif de ce côté de... on avait toujours présenté Bella dans le premier comme étant un être ordinaire, entre guillemets, qui se fait désirer par une personne extraordinaire, d'où du coup cette espèce de déséquilibre déjà. Et dans le deuxième, ça se manifeste d'autant plus par le fait que après ça, elle n'a plus aucune possession quelconque de son propre corps. Quand il la largue, du coup, il y a ce truc où il fait semblant de lui faire croire qu'il n'a plus envie d'elle. Il lui dit je veux pas que tu viennes avec nous, etc. Elle fait ah oui, d'accord, bah je comprends, personne ne veut de moi, en même temps je suis tellement banale. Enfin, je comprends, je vais juste m'allonger dans la forêt et mourir en fait. Donc il y a vraiment tout, et ça c'est vraiment quelque chose qui va perdurer dans tout le film, où elle dit vraiment des choses atroces sur elle-même, et un moment que je trouve pour le coup assez touchant dans ce film, qui je trouve fait partie de ces petites touches à quelques moments qui sont très petites et sincères. C'est juste avant de se faire larguer, donc il y a eu cet anniversaire catastrophique où du coup Jasper s'est jeté sur elle, elle est blessée, etc. Et donc après ça, Edward commence à être distant, elle sent qu'il y a un truc qui va pas, et pour son anniversaire, son père et sa mère lui avaient offert un petit appareil photo, et ils avaient pris une photo d'Edward et Bella ensemble, et elle imprime cette photo, elle la regarde, en plus il y a une musique de Bon Iver qui est très jolie, enfin bref, et elle prend cette photo qu'elle imprime et qu'elle plie en deux pour qu'il y ait juste le corps d'Edward sur la photo et pas le sien. Et pour le coup, cette scène, moi, je la trouve très jolie. Enfin, elle est très triste, mais elle est très jolie dans ce qu'elle raconte, justement, de ce truc de moi, je suis rien et lui, il est tout. Et je trouve que ça passe plus joliment par cette scène-là que par tous ces trucs très éplorés où elle dit mais moi, je suis rien sans lui, etc. Enfin... Puis les visions hyper dramatiques et tellement paternalistes. Enfin, c'est ridicule. Ouais. Ne mets pas tes doigts dans la porte, Bella, ou tu risques de te faire pincer très fort. Mais justement, du coup, dans ce truc-là aussi, moi, il y a une scène en particulier qui me dérange pas mal dans ce film, c'est la scène avec les harceleurs de rue, le retour. Les motards. Les fameux. Les motards, et justement, la façon dont, encore une fois, Bella, elle est présentée, c'est-à-dire qu'en fait, les motards sont pas du tout les méchants, en fait. En soi, le mec est sympa, tu vois, elle lui dit je veux partir, il la laisse partir. Genre, en fait, t'as ce truc de harcèlement de rue. Basse. Il ne la séquestre pas. Non, mais je veux dire, dans le premier, t'as un truc où c'est vraiment... c'est la scène cliché du harcèlement de rue, etc. Mais en fait, c'est vraiment des méchants. Là, en fait, les mecs, pareil, ça reste des harcèlements de rue clichés, machin. Mais en fait, au final, c'est elle la plus bizarre des deux. C'est elle le problème, en fait. Encore. C'est-à-dire que c'est elle qui est plus bizarre. Et à la fin, le mec, tu sens que même, il se dit, voilà, ça va pas, quoi. C'est-à-dire que les harceleurs de rue sont même pas les méchants. C'est plutôt elle qui est bizarre et chelou. Et enfin, je sais pas, il y a un truc très
malaisant, je trouve. Puis dans cette scène-là, ça montre aussi à quel point Bella, ça devient une amie ignoble. Enfin, elle abandonne du coup sa meilleure copine en pleine rue pour partir avec des motards sans rien lui dire. Pareil, son autre pote, comment il s'appelle le blond là ? Mike. Pareil, elle met son ami Mike dans une situation hyper gênante en l'invitant avec Jacob. Elle le fait exprès, elle le sait. Elle parle pas à ses potes pendant 3 mois, elle se repointe pour rien. Enfin, et ça devient vraiment un personnage exécrable aussi, hein. Ouais, elle a toujours été une mauvaise pote pour moi, Bella. En fait, surtout avec ses amies féminines et les meufs humaines particulièrement. Elle a toujours été extrêmement... Alors, c'est quelque chose qui sent plus dans les bouquins, je vais faire la nerd en mode dans les livres c'était comme ça, mais je le sens encore plus dans les livres, dans la mesure où les films sont quand même assez fidèles aux bouquins, où vraiment elle a un truc très condescendant et là aussi je trouve que c'est très parlant, mais à partir du moment dans le premier livre où elle se met en couple, où elle intègre en fait cette famille hyper sectaire de vampires, elle a vraiment un truc giga condescendant de en fait mes potes humains ils essayent d'être cool mais ils arriveront jamais à leur niveau, et tout ça je trouve qu'elle se reprend vraiment le revers de la médaille là-dessus dans le 2. Mais en plus de ça, les autres filles humaines, en fait, elles sont perçues comme frivoles, etc. parce qu'elles sont des rivales potentielles de Bella, entre guillemets. Alors que, bon, j'allais dire Bella, elle entretient des liens avec ses belles-sœurs. Rosalie, ça reste un peu flaky. Mais en tout cas, avec Alice, elle s'entend très bien parce que ce ne sont pas des rivales, vu qu'elles font partie de la même famille. Mais justement, moi, Alice, le rapport avec Alice, et dans ce film-là, c'est très marquant parce qu'en fait, elle passe son temps à lui écrire des mails. Mais en fait, Alice, et c'est encore plus présent dans les livres, encore une fois, je vais faire comme Mariana, je vais faire la nerd. Mais en fait, Alice, c'est pas qu'elle s'en fout de Bella, c'est que Bella la prend pour sa meilleure pote, mais en vrai, Alice, son meilleur pote, c'est Édouard. Tout ce qu'elle fait, c'est envers Édouard, et d'ailleurs, quand elle revient, c'est pas pour Bella, c'est pour vérifier parce qu'elle a peur qu'Édouard fasse des conneries après. Et factuellement, elle vit. En fait, Bella court après ces êtres surnaturels qu'elle veut voir comme ses amis, mais qui, en fait, ont même pas pris le temps de lui dire au revoir, quoi. Enfin... En fait, c'est la faute de Carlyle en tout ça. Je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est lui le grand méchant, en fait. C'est lui qui a fondé cette famille toxique. Mais d'ailleurs, en parlant de Carlyle, moi, je suis désolée, il y a vraiment un truc sur lequel je voudrais revenir quand je parlais de films bricolés avec des bouts assemblés n'importe comment. Et c'est notamment au niveau du jeu d'acteur. Parce que il y a cette scène, donc juste après qu'elle se soit blessée, donc il y a eu son anniversaire, etc. Donc elle saigne parce que Édouard l'a poussée contre un mur hyper violemment et que du coup elle saigne sur tout le bras. Et où elle se retrouve toute seule dans une pièce avec Carlyle qui est du coup le seul à réussir à se maîtriser par rapport à son envie de sang, Carlyle qui est aussi le médecin de la ville, et c'est une scène qui est filmée en champ contre champ en très gros plan et où ils se regardent. Moi je suis désolée, il y a tellement de tension sexuelle dans cette scène, il y en a 10 fois plus que toute l'alchimie qu'il y aura entre Robert Pattinson et Kristen Stewart dans toute la saga, sans parler de Taylor Lautner. Mais c'est là où je me dis, en fait, il y a un truc au niveau de la direction d'acting qui s'est pas passé comme il fallait, parce que c'est pas normal que cette scène-là, non mais je vous jure, elle le regarde de manière hyper passionnée, il lui touche le menton à un moment, il y a des trucs, moi je trouve qu'il y a énormément d'alchimie dans cette scène-là, et beaucoup plus que tout le reste du film avec n'importe qui d'autre. C'est hyper criant, pour le coup. Ouais, mais ça, je pense que c'est parce que Kristen Stewart, encore une fois, je reviens à ce qu'on a dit sur le premier volet, joue hyper bien son rôle de Bella. Et Bella est fascinée par tous les Cullen. En fait, elle a envie de ken tout le monde. Mais en fait, il y en a un qui veut pas, donc autant tenter. Non, mais elle est fascinée par Carlyle. Enfin, même dans les bouquins, il me semble que c'est quand même assez évident. Et elle tient son truc jusqu'au bout. Elle est fascinée, elle est désirante, elle est encore dans ce que Catherine Hardwicke peut-être dit de faire dans le premier film. Et justement, elle s'en sort très bien par rapport au reste, même si c'est par petites touches, des fois elle peut être un peu énervante. Je trouve que là encore elle surnage par rapport au reste du casting, là où Pattinson par exemple a abandonné. Bah, de toute façon, il est Pattinson patouche. Voilà. Mais c'est vrai que Pattinson qui dit d'ailleurs, qui troll tout le temps en disant que le Twilight 2 est son film préféré de la saga, c'est normal, c'est celui dans lequel il ne joue quasiment pas. Ça me fait toujours mourir de rire. Par rapport à Carlyle, en vrai, c'est pas du tout déconnant aussi par rapport à ce que qui est pour Stephenie Meyer Carlyle, c'est Joseph Smith, c'est le fondateur des Mormons, dans sa tête. Donc forcément, elle a une fascination pour lui qui est plus que pour tous les autres, parce que les autres ne sont que des suiveurs du créateur originel, du Messie, quoi, quasiment. Voilà, donc il y a quand même un truc qui est assez logique de ça. Tous les Mormons avec Joseph Smith, ils sont quand même assez, comme beaucoup de cultes religieux, quels qu'ils soient, assez vénères. Donc c'est pas totalement étonnant.
Alicia, d'ailleurs, tu voulais parler aussi de la fascination du film pour la dépression de Bella. Bah, c'est vrai que moi, à l'époque, déjà, le 2 a toujours été mon livre de base que j'aimais le moins parce que je le trouvais, quand j'étais jeune, très chiant. Parce qu'en fait, il parle d'une dépression. C'est-à-dire que dans le livre, il y a quand même la moitié du bouquin où il ne se passe absolument rien. Alicia, en mode rien à foutre de ta dépression, comme Thibaut Inchel. Non, mais Putain, mais ressaisis-toi 2 minutes, ça va, on s'est tous fait larguer. Mais du coup, quand on a 11 ans, évidemment qu'on regarde ça un peu au-dessus, mais quand je l'ai relu plus tard, j'ai beaucoup plus apprécié le bouquin parce que je trouve qu'il décrivait plutôt bien justement ce vide qu'on peut ressentir sur plusieurs mois. Et le film, le problème, c'est qu'il rentre trop là-dedans et pour moi, c'est presque du dépression porn en fait. C'est-à-dire que, en plus, quand on regarde les scènes coupées, parce que dans le DVD, il y en a quelques-unes, elles sont quasiment toutes centrées sur ça. C'est vraiment des plans de Bella dans la forêt après s'être fait larguer qui est prostrée et il y a la caméra qui tourne autour d'elle pendant vraiment très longtemps. Ils avaient payé un matos pour faire tourner Ah non, les mais caméras, c'était vraiment, voilà. Ah, mais c'est les arts forains, franchement. Ça allait vraiment à fond là-dessus. On est loin de Edouard et Bella qui se lâchent les doigts dans les scènes coupées de juin. Ouais, c'est un autre genre de scène coupée. Et tu parlais de la scène d'ouverture du coup sur Likely Possibility. Moi, c'est une scène que j'aime beaucoup pour le coup. Alors ouais, c'est une scène de Pick Me. Ah non, mais elle est trop bien cette scène. Moi, je l'adore. Enfin, mais je trouve qu'elle est plutôt bien faite. Mais en même temps, ça montre de manière très binaire la dépression. C'est-à-dire que la dépression, bah, t'es seule dans ta chambre, face à ta vitre et tu attends que le temps passe. Et c'est vrai que ça. Et tu cries dans tes cauchemars la nuit. Et tu cries, voilà, la nuit. Mais en mode exorcisme en plus. Ouais, non, mais c'est vraiment. Et du coup, t'as un côté vraiment qui, je pense, a façonné, nous, adolescentes, notre vision de la dépression, de ce que c'était que de vivre un chagrin d'amour. Et moi, je pense en tout cas que ça m'a vraiment impacté et que je me complaisais des fois à être, après un chagrin d'amour, oh là là, c'est la fin, etc. Le film a eu, je pense, un mauvais impact sur la manière dont on pouvait représenter et vivre aussi ce genre de dépression adolescente, même si c'est vrai que c'est la période où les émotions sont exacerbées. On l'avait déjà dit dans le premier, Twilight, c'est un film qui montre en gros de manière très exagérée tout ce que peut ressentir les adolescentes des années 2000 en particulier, mais des adolescentes en général en fait. Et je trouve que là, par contre, ça atteint un peu une limite dans ce film-là. Je trouve qu'on se complaît un petit peu trop là-dedans. Quand elle tente aussi, on parlait avec les motards, qu'elle tente elle tente pas de se suicider, mais voilà, elle va frôler les limites. Je trouve qu'il y a quand même un côté un peu trop binaire. Il y a aussi Jacob, le gros morceau auquel il faut qu'on s'attaque. Je vais reprendre du coup encore une fois quelque chose que tu disais, Alicia, dans le premier épisode. Tu m'as beaucoup servi pour le fil conducteur de cet épisode, sur le fait que Jacob est un peu présenté à ce moment-là comme une alternative masculine du coup, et notamment alors là je reprends spécifiquement tes termes parce que j'étais pas forcément d'accord avec, mais en tout cas d'une alternative masculine plus douce, en tout cas qui se fait vraiment en opposition à ce que représente Edouard pour Bella. Alors Jacob ne fait pas l'unanimité, clairement pas, et Nora hoche la tête. Dans le premier, je disais ça vraiment par rapport au premier. Ah oui, quand il avait encore sa perruque. Et au début en fait, avant la transformation loup. Oui. Ouais, c'est ça, en fait. Mais c'est marrant parce qu'une fois qu'il y a la transformation, on retrouve exactement tous les ingrédients en miroir. C'est-à-dire qu'au moment où il se transforme pareil, alors qu'il avait réengagé une sorte de relation, pour le coup, d'amitié avec Bella, mais une relation très forte, il lui donne plus de nouvelles, pareil, il disparaît et il ne veut plus la revoir et il lui dit, comme a fait Edouard quelques minutes avant dans le film. De la même manière d'ailleurs. Voilà. Ensuite, on retrouve aussi chez lui cette obsession du contrôle, quand il renoue encore contact derrière. Il ne veut pas qu'elle devienne un vampire, bien sûr, mais pareil, qui elle doit fréquenter, à qui elle parle, il faut absolument la surprotéger, etc. On retrouve exactement les mêmes ingrédients, et c'est pour ça que quand Edouard revient, eux deux se battent pour elle, mais sans jamais lui demander son avis. Ouais, c'est vraiment c'est quand même assez terrifiant. C'est vraiment une conquête territoriale, et le 3 à ce niveau-là. Le 3, c'est terrible, que ça, quoi. Ouais. Justement, effectivement, dans toute la première, dans le premier et aussi dans toute la première partie du 2, effectivement, c'est présenté comme un mec un peu inoffensif, qui est le bon copain, qui n'a pas du coup envie de lui faire du mal en même temps qu'il la désire, en fait, contrairement à Edward. Et finalement, faire le nice guy, ça marche pas parce qu'elle en a rien à faire de lui. Et ensuite, du coup, il se fait des pecs, il se coupe les cheveux, il commence à courir torse nu et à être froid et distant. Et en fait, ouais, ça devient Enfin, vraiment, je vous jure que je voulais pas faire le jeu de mots, mais ça devient un mal alpha, en fait. Et c'est à partir de là que vraiment, il gagne de l'intérêt aux yeux de Bella, quoi.
Et il est littéralement d'ailleurs un mâle alpha parce que, attention encore l'heure du livre, mais Jacob est d'autant plus présenté comme ça. Et là aussi, c'est un trope qu'on retrouve beaucoup sur les personnages masculins. Mais donc, il y a cette idée de les loups-garous qui s'organisent en meute et les mâles alpha sont désignés naturellement par naissance. Et Jacob, en fait, initialement est censé être le mâle alpha, sauf qu'il fait une Aragorn, grosso merdo, et il dit en fait, j'ai pas envie d'être le mâle alpha. Et du coup, c'est son pote Sam qui va le devenir. Mais du coup, il y a un peu cette idée du prince déchu qui veut pas prendre son rôle. Enfin, il y a vraiment ce truc-là qu'on retrouve aussi vachement, pour rebondir un petit peu sur ce truc-là, quoi. Elliot ? J'allais juste te dire que franchement, je pense qu'il faudrait compter le nombre de fois où Bella fait une remarque sur les pecs de Jacob. Parce que dans cet épisode, c'est vraiment très souvent. Les femmes, elles sont vraiment superficielles. Il suffit d'un abonnement à Basic Fit et puis tout d'un coup, ça y est, elle oublie son vampire. Mais c'est là aussi où je trouve qu'il y a vraiment cet énorme shift par rapport au premier film et qui là va continuer jusqu'au bout. C'est vraiment le regard qu'a le film sur les corps et notamment on va y revenir aussi sur les corps racisés parce que c'est vraiment le gros problème du traitement de Jacob et de sa meute d'Amérindiens. Mais c'est vraiment ce basculement dans la mesure où on l'a beaucoup dit dans l'épisode en question, mais le premier film Twilight se concentre vraiment beaucoup sur la question du désir et du désir naissant de Bella et de la manière dont Bella regarde Edward, mais en fait il n'est jamais question de corps dans le film. Tout passe vraiment par de l'attirance et par de la séduction à travers plein d'autres choses. Et là je trouve qu'il y a vraiment ce truc où tu sens qu'on est passé déjà sur un budget beaucoup plus gros, sur une volonté vraiment de faire du cinéma beaucoup plus commercial et sur un regard qui, n'est plus le regard de Catherine Hardwicke, où du coup on se met à énormément fétichiser le corps de Jacob. Il ne porte plus aucun t-shirt jusqu'à la fin du film. On passe notre temps à voir du coup la meute de loups-garous torse-poil en petit Bermuda. Edouard aussi, à la fin, on le voit torse nu aussi. Enfin, il y a vraiment un truc de regard sur le fait où tout d'un coup on objectifie beaucoup plus les corps masculins. Même au tout début en fait du film où tu vois Edward faire sa démarche de top modèle au ralenti oui. Alors que justement effectivement il était beaucoup plus on était beaucoup plus proche de son visage et donc de ses émotions dans le premier. Oui, il y a vraiment ce truc de démarche au ralenti qui fait... Alors, souvent utilisé pour des femmes, généralement en fait. C'est vrai. Alors moi j'aime bien ça, mais parce que j'ai vraiment l'impression de le voir moi ado, mais effectivement tu sens qu'on a vraiment basculé de registre à partir de là, quoi. Alicia ? En même temps, la caméra va pas trop morceler le corps de Jacob. À chaque fois, il est montré dans son entièreté. Et je repense à la scène que tu citais tout à l'heure quand il enlève son t-shirt, où t'as vraiment un petit mouvement de caméra, je sais pas si vous voyez, qui remonte vraiment, genre. Mais c'est hyper mal fait. Comme c'est les abdos se sont levés. Enfin, c'est genre, faut pas quitter le corps dans sa globalité. Et c'est vrai que je me demande, moi, à quel point, en fait, parce que quand on regarde aussi le making-of, la manière dont ça se passait sur le plateau, ou justement ce côté film, entre guillemets, d'action, parce que c'est pas un film d'action, Twilight, mais tu sens qu'ils vendaient un peu le projet comme tel, avec tous ces effets spéciaux, avec des cascades pour rien, quoi, vraiment. Genre, on saute d'une falaise, on faisait sauter une cascadeuse de 25 mètres. Enfin, il y avait vraiment des trucs un peu bizarres pour faire du grand spectacle, Et le fait, du coup, que ce soit un homme, entre guillemets, aux manettes, mais aussi côté prod, pas que du réalisateur, je mets quand même tout le monde entre guillemets dans le même panier. T'as une volonté d'aller chercher peut-être un public plus masculin en érigeant des nouveaux symboles virils en fait dans ce film-là, et du coup en faisant d'Edward et surtout de Jacob aussi un exemple entre guillemets masculin pour les jeunes garçons de l'époque. Alors très mauvais modèle évidemment, je pense qu'on est toutes d'accord là-dessus, parce qu'en plus Jacob c'est vraiment la virilité. Alors c'est horrible, mais c'est littéralement la virilité animale avec des gros guillemets, c'est-à-dire qu'il devient viril quand il se transforme en loup, quoi. Alors qu'avant il est plutôt gentil, c'est le bon copain, ses copains se moquent de lui parce que il n'ose pas dire que Bella c'est sa petite copine, mais c'est pas sa petite copine. Et en fait dès qu'il devient un loup, il y a un truc qui se passe, et ça se voit dans le look aussi. La costumière, par exemple, racontait que, avec beaucoup de fierté, c'est super bizarre quand on y repense, mais genre voilà, il fallait absolument que les shorts soient déchirés parce que ça fait plus viril, que les t-shirts soient vraiment bien coupés pour laisser apparaître tous les biceps. Enfin, il y a vraiment une réflexion sur montrer les corps masculins sans non plus trop les montrer pour pas tomber dans de l'homoérotisme. Je trouve qu'on n'est pas du tout là-dedans, par exemple. Enfin, moi, je trouve que le film, il y a des films qui ont une tension on peut sexuelle le lire beaucoup tel plus quel, prégnante. Tu vois. Oui, c'est pas Top Gun. Voilà, j'osais pas le dire. Puis je trouve qu'il y a vraiment une manière de les dépeindre où les vampires ils ont des caractéristiques communs comme le fait d'être pâle, d'avoir des yeux qui scintillent un peu, etc. Mais ils ont chacun leur spécificité, alors que vraiment les Kileut, tu les vois, les mecs, c'est des copies conformes en fait, chacun d'entre eux. Ils sont tous torse-poil, ils ont tous la même coupe en brosse, le même tatouage. Le même tatouage. C'est vraiment, ils sont interchangeables en fait.
Ouais, et puis ce que tu disais, Alicia, sur le modèle de virilité de Taylor Lautner, ça me fait, un petit aparté, parce que là on passe plutôt derrière la caméra, mais il y a aussi le fait que, alors certes, Taylor Lautner, il n'a pas eu de carrière du tout comme l'ont eu Robert Pattinson et Kristen Stewart, mais il y a aussi le fait qu'il parle aussi énormément ces dernières années sur le fait de à quel point il est vraiment un peu traumatisé aussi de tout ce surentraînement qu'il a dû se forcer à faire pour justement être gardé dans la franchise Twilight. Il y avait vraiment cette idée, c'est un peu du chantage, de dire soit tu prends 15 kilos, soit on prend quelqu'un d'autre. Enfin, c'est ça. Et le mec dit... Il se l'est vraiment auto-mis aussi, c'est-à-dire qu'il avait 16 ans, donc là c'était vraiment un gamin. Et ce qu'il disait aussi dans les interviews, c'est qu'il avait commencé à faire ça avant même de savoir qu'il allait potentiellement être viré, parce qu'il sentait qu'il n'avait pas la carrure. Enfin, il le sentait dans les yeux des fans, il le sentait dans les yeux de la prod. Et donc, ce qu'il dit, c'est que dès que le tournage s'est arrêté du premier, il s'est mis vraiment à faire de la fonte et surtout à manger. Enfin, j'ai l'impression que ce pauvre garçon avait des troubles alimentaires, parce que quand il en parle en interview, ça revient énormément, même dans les interviews de l'époque. C'est quelque chose, alors il le dit avec le sourire, genre oh là là, j'ai fait que manger du poulet, mais tu sens qu'il y a quelque chose en fait de profond, et donc c'est vrai que c'est hyper dur. Il avait quand même 16-17 ans, quoi. Oui, le mec en parle aujourd'hui en disant je ne peux plus voir une salle de gym aujourd'hui, c'est hors de question, quoi. Et c'est intéressant, alors je sais pas si c'est lié à ça, mais tout à l'heure je regardais un petit peu là, sa fiche Wikipédia, parce que je savais plus dans quoi il avait pu jouer après Twilight. Pas grand chose. En fait, il a fait pas mal de refus. En fait, il a refusé des franchises d'action ou des projets, peut-être des projets très mauvais, certains n'ont même pas vu le jour, mais peut-être qu'il y avait une volonté de sa part aussi de pas être Monsieur Muscle, quoi. Et c'est quand on voit à côté, peut-être, je sais pas à quel point il voyait aussi la carrière de Stewart et de Pattinson qui allaient chercher des projets un petit peu à côté, des trucs vraiment originaux. Lui n'avait pas cette opportunité-là parce que c'était un corps, quoi. Et donc, ouais, c'est une carrière en tout cas intéressante. Je sais pas si un jour il reviendra, ce comédien, mais c'est vrai que c'est assez intéressant sur comment on traite aussi les corps masculins, comment on les érotise et on les fétichise et l'impact que ça peut avoir, parce qu'on parle beaucoup des femmes, mais assez peu des hommes, et je trouve que c'est un exemple très intéressant. Mais en plus, ça permet de faire un pont entre le racisme qu'il y a à l'écran et le racisme derrière l'écran, parce que moi, ça me fait penser pour le coup aux jeux vidéo, par exemple, où il y a très peu de personnages d'hommes racisés dans des rôles autres, enfin ça commence à changer, mais dans des rôles autres que dans des franchises d'action, genre GTA, ou alors des jeux de sport, des jeux de combat. Et en fait, là, c'est pareil, les acteurs, il y a beaucoup d'acteurs racisés, en fait, qui se retrouvent réduits à un physique et cantonnés justement à des films dans des registres d'action, etc. Dans le cinéma mainstream, je précise, parce qu'il y a aussi d'autres choses aujourd'hui qui se font quand même. Vous parlez de Taylor Lautner, tu le disais, Alicia, c'est un corps, mais c'est aussi surtout un corps racisé. Et en fait, c'est un peu le gros point sur lequel il faut qu'on arrive sur cet épisode et sur cette analyse. C'est le biais raciste, en fait, de Stephenie Meyer sur les communautés amérindiennes, en tout cas telles qu'elles sont représentées dans le film. En plus, avec cette idée d'opposition, vraiment... alors certes, Jacob est présenté comme une altérité masculine, mais qui, de toute façon, soyons honnêtes, n'est jamais envisagée comme sérieuse depuis le début. À aucun moment, personne... Robert Pattinson le disait lui-même, pour le citer, personne n'a jamais été team Jacob depuis le début. Et puis il y a plein d'éléments, on va creuser évidemment un petit peu, mais même en prenant tout simplement la trame de l'histoire, Edward et les Cullen sont vraiment un peu présentés comme l'apothéose de la civilisation. Ils sont très riches, c'est une donnée qui est précisée à de nombreuses reprises dans la saga. Ils ont beaucoup d'argent, il y a vraiment cette idée d'une continuité d'une civilisation qui a lieu depuis la Renaissance avec les Volturi, etc. Là où Jacob, dans sa réserve amérindienne avec tout le clan des Quileutes, il y a vraiment une idée de déjà ils sont beaucoup plus précaires, ils sont tout le temps présentés torse-poil, donc il y a vraiment un biais, un regard qu'il faut absolument qu'on analyse là-dessus, quoi. Elia, tu voulais revenir là-dessus notamment? En fait, tout simplement, ce regard-là dont tu parles, c'est la continuité absolue du regard colonialiste, quoi. C'est la sexualisation des corps racisés, du corps notamment natif américain, qui a été toujours sexualisé par le regard occidental. En fait, c'est juste Stephenie Meyer qui... d'ailleurs, la façon dont elle a découvert les Quileutes, c'est parce qu'elle voulait n'importe lequel des peuples, machin. Elle a regardé à côté de Forks sur la carte. Elle a vu la réserve Quileute, c'est 400 âmes... machin, elle n'a jamais demandé l'autorisation à personne, elle n'a jamais même parlé à des Quileutes. Elle a juste fait une recherche, pas Google peut-être, mais sur les traditions, etc. Elle a découvert qu'effectivement, ils ont vraiment une histoire avec des loups, mais en gros, ce serait des loups qui seraient transformés en humains et qui auraient créé les Quileutes.
Mais en fait, elle a vraiment fait ça dans son coin avec un regard hyper occidental de se dire j'ai le droit de prendre ces traditions-là, d'en faire ce que je veux sans demander rien à personne. Et ça donne forcément quelque chose qui est très peu réaliste, qui ne s'intéresse pas du tout à la réelle culture des gens dont elle parle. Et dans le cadre du film, c'est une continuité totale des représentations des personnes natives américaines dans les films depuis très 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 longtemps. Et même si aujourd'hui on en a plus conscience, en fait c'est pareil, tu vois, ils n'ont pas du tout essayé d'aller chercher plus loin trop. D'ailleurs, on va en parler aussi, mais effectivement Taylor Lautner n'est pas natif. Enfin, il a découvert pendant le tournage qu'il avait un ancêtre natif américain, mais très lointain. Lui a des origines, je crois, françaises, danoises et allemandes. Et il y a quand même tout un problème autour de cette représentation et des recherches qui ont pu être faites autour aussi. Sachant que je voulais aussi préciser, la directrice de casting, ou directeur de casting, je ne sais plus qui c'est, mais a mis un point d'honneur à ce que tous les comédiens qui incarnent les membres de la tribu Kiyot soient des Amérindiens. Mais c'était vraiment un point très important du casting, au point qu'ils étaient presque à demander un papier d'identité pour prouver que c'était des Amérindiens. Ce que je trouve assez fou en fait quand on y pense. Pour le coup, ça aux États-Unis, ils ont des cartes en fait. Quand tu appartiens à une tribu, tu as une carte qui le dit en fait. Donc ça me paraît pas déconnant. Il y a un truc de carte d'identité en fait qui dit que tu peux vivre dans une réserve. Il faut que tu aies une identité. Après, je connais pas assez le sujet pour aller trop en détail dessus, mais je sais que en gros, t'as un papier d'identité qui prouve que tu as du sang native. Enfin, on a eu tout le même rapport à la race chez nous. Oui, donc, les États-Unis sont beaucoup plus. Ouais. D'ailleurs, je voulais juste citer du coup un article qui m'avait un petit peu aidé pour préparer ces questions-là, qui est un article de Sam Reimer qui s'appelle Race Through Bella's Eyes, donc la race à travers les yeux de Bella, Contending Racial Depictions in New Moon and Eclipse, donc tentation et hésitation, et qui revient notamment sur la manière dont les communautés amérindiennes et notamment les vies dans les réserves ont été représentées au cinéma, notamment en remontant au cinéma de western, et a figé vraiment la manière dont on a fétichisé et sexualisé déjà d'une part ces corps-là, et aussi dessiné du coup des tropes narratives autour de ces personnages-là, sur certaines choses qu'on retrouve. Alors, il nuance un petit peu sur certains aspects parce qu'il y a aussi certaines choses dans Tentation au niveau de l'organisation du groupe de Kiyot qui est représenté de manière assez positive, mais sur la précarité, sur le fait que toutes les cellules familiales qu'on retrouve au sein des Kiyot, elles sont toutes déstructurées d'une certaine manière. Il y a un truc où les mères sont absentes. Enfin, les seuls moments en fait où on présente des cellules familiales déstructurées, c'est chez les Kiyot, alors que les Kolan ont vraiment cette idée de famille très unie, etc. Cette idée aussi d'un groupe uni, ils n'ont pas d'identité tout un chacun, donc c'est quelque chose d'assez intéressant sur cette question de comment en fait il y a des représentations qui se métamorphosent mais sans se renouveler en fait avec le temps. Notamment sur toujours cette représentation qui est la même depuis quasiment la colonisation des États-Unis, donc depuis le 16e, 17e siècle. Une représentation très classique des peuples colonisés, c'est ce truc d'impulsivité, c'est ce truc d'être incapable de contrôler son corps et ses pulsions. Oui, et ça c'est et qui est quand même le trope principal du loup-garou, là, qui est, contrairement au Cullen, qui est très dans le contrôle de ses émotions, qui ne boit pas du sang humain et qui est capable, là, dans le film, littéralement, t'as Paul, en 5 secondes 30, il finit par se transformer en loup parce qu'il est absolument incapable de se retenir. Et en fait, ça, c'est pareil, c'est un trope qu'on retrouve dans tous les textes, que ce soit fiction ou politique, etc., pour justifier la colonisation, pour justifier l'esclavage, pour justifier... Enfin, en fait, c'est très intrinsèque à la culture occidentale et au regard colonial occidental, quoi. Puis aussi sur la violence, quoi, oui, parce que Sam... sur la violence conjugale. Voilà, la violence conjugale, où Sam et Ellie, justement, Sam s'est clairement défoulé sans faire exprès, entre guillemets, sur elle et lui a balafré le visage. En fait, c'est vrai qu'à travers les figures des Kiyot dans Twilight Tentation, elle porte vraiment en elle les contradictions racistes de la société occidentale et notamment américaine, parce que les natifs américains sont des États-Unis. Il y a à la fois justement le dégoût, l'animalisation, en fait, c'est comme tu disais, l'impulsivité et le fait que c'est associé à une forme de danger, parce que pour moi elle est assez ambiguë, la scène quand même où Sam il retrouve Bella dans la forêt, où c'est à la fois lui qui la sauve, donc il y a une connotation positive, mais on voit quand même un homme
torse nu sortir du bois avec une jeune fille blanche qui a perdu connaissance dans les bras. Enfin, il y a quand même une aura assez inquiétante qui émane de cette scène. Et de l'autre côté du spectre de ce racisme-là, il y a la fétichisation du coup de Bella pour le corps de Jacob. Oui, puis justement, pour revenir sur cette scène où on présente du coup le personnage d'Emily, qui est donc la compagne de Sam, il y a vraiment ce truc sur toute cette espèce de sous-discours sur la violence conjugale qui est vraiment très bizarre parce que déjà, cette scène, elle m'a toujours mise très mal à l'aise sur la manière dont on présente, parce qu'elle a vraiment le visage qui a été balafré par les griffes donc de Sam transformé en loup. Donc les cicatrices se restent, et il y a vraiment ce truc où la caméra s'attarde vachement comme une espèce de révélation, on va encore utiliser ce terme-là, mais de révélation du visage de cette femme. Et je vais reprendre encore le livre, parce que pour le coup c'est une vraie question que se pose beaucoup Bella à ce niveau-là, justement sur déjà il y a elle a une espèce d'admiration en disant elle a eu la force de rester avec lui quand bien même il lui a fait du mal, parce qu'en fait leur amour est tellement fort qu'elle lui a pardonné, etc. Et elle-même justement, qui dans le livre en tout cas hésite beaucoup plus à se mettre avec Jacob, et il y a cette idée de la possibilité de la violence qui peut surgir à n'importe quel moment, et où en gros elle se dit en fait est-ce que je me mets pas en danger en me mettant en couple avec cette personne, parce qu'en gros elle peut me faire subir le même sort à peu près n'importe quand, quoi. Mais d'ailleurs c'est un truc, on en reparlera peut-être plus dans des épisodes plus tard sur peut-être le 4e film par exemple, ou le 5e, sur l'imprégnation, qui est genre ce truc des loups-garous de en fait il tombe amoureux, mais c'est même pas un amour, c'est qu'en fait c'est irrépressible en fait pour la personne, et c'est le truc avec Sam et Emily. Oui. En fait l'imprégnation. Ce qui c'est présenté en disant que personne en fait n'a jamais dit non à ça, parce que c'est une telle urgence de la part du loup qu'en fait c'est limite du chantage au suicide, c'est-à-dire que si la personne lui dit non, il va mourir ou dépérir sur place en fait. Donc il y a un truc où en fait la personne n'a pas le choix littéralement de rester, ce qui est quand même quelque chose de très 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 toxique aussi dans la démarche, quoi. Et très primal en fait. C'est toujours ce même regard-là, très en fait, animal, hein. ouais. En fait, je reprenais ce que tu disais tout à l'heure, Léon, sur l'aspect où on montre la dangerosité et l'animalité de cette tribu-là. En fait, ce qui est intéressant, c'est aussi le niveau des hiérarchies. Donc, comme tu disais, Mariana, les Cullen sont effectivement une sorte de race supérieure, mais eux parviennent à s'intégrer à la communauté, tandis que la tribu, non, ils vont pas à la même école. Et en fait, ils n'ont pas d'arc narratif propre, à part le fait d'être au service des Cullen. Parce que même s'ils se détestent, à chaque fois qu'ils... du coup se mettent ensemble toujours pour protéger Bella, parce qu'en fait le but c'est un peu sauver Bella à chaque fois, et ben en fait ils finissent à leur service. Comme les autres méchants sont des vampires, c'est Alice qui a des visions, c'est Alice qui sait ce qu'on doit faire, et ensuite Carlyle qui sait comment gérer les choses, parce que Carlyle est trop fort, mais donc ils vont toujours donner des ordres aux loups, donc ils vont instrumentaliser cette violence irrépressible, et là elle est considérée comme bonne parce que elle est dirigée par des gens qui savent faire, pour ensuite protéger quelqu'un, comme on a utilisé, si vous voulez, pas mal de communautés dans nos armées, évidemment. Bah, c'est un peu de la même chose, finalement. C'est ça qui est assez dérangeant. Et dans le 3, c'est encore plus décuplé, parce qu'il y a même les scènes où carrément les vampires entraînent les loups-garous à combattre d'autres vampires. Ça devient leur bras armé, en fait. Mais d'ailleurs, sur cette note-là, c'est pas, je l'avais lu en fait aussi en faisant quelques recherches supplémentaires pour ce podcast, mais en fait, par exemple, les traités, parce qu'en fait, toute la relation entre les Cullen et les loups, c'est basé sur un traité qu'ils ont signé genre dans les années 20-30, etc. Parce que qui était en premier? C'était d'abord, c'est les Cullen étaient déjà là, parce qu'ils sont là depuis toujours, et les Cullen arrivent, qui sont installés, ils arrivent, et en fait, c'est eux qui arrivent et qui proposent un traité, qui montent le truc pour que tout se passe bien, qui disent nous on est gentils et tout ça, et qui sont meneurs de ce traité-là. Et en fait, c'est quelque chose que certains critiquaient notamment parce que les traités, c'est quelque chose qui est très important dans les cultures natives. Et en fait, c'est encore l'homme blanc qui arrive et qui est le meneur d'un truc qui, à la base... Qui administre aussi le truc, c'est un acte le manqué, territoire, littéralement. C'est un acte manqué aussi de fou, parce qu'ils auraient pu parler du fait que dans les cultures natives, t'as aussi ce truc-là, c'est quelque chose de très présent. Et il y a le choix qui a été fait par Stephanie Meyer et ensuite repris par la suite, de garder l'idée que c'est quand même les Blancs qui ont la savoir, alors qu'ils auraient pu en faire autre chose.
Et donc face à eux, il y a aussi les Volturi, qui est un peu une espèce d'entité qui, je crois, est aussi associée à l'histoire des Mormons, mais ça je crois que c'est plutôt toi qui pourras nous en parler, mais qui sont du coup ces espèces de vampires de la Renaissance qui eux sont restés en Europe, qui sont du coup en Italie. Eliade, Comme je le pense Vatican. que c'est comme le Vatican, oh là là. Eliade, je pense que c'est un peu toi la grande spécialiste, donc je te laisse nous en parler. J'étais trop fan des Volturi, je sais pas pourquoi quand j'étais Nico, j'ai trop digué. Les Volturi, en fait, c'est une des castes dirigeantes de l'univers de Twilight qui ont pris le pouvoir bien avant la Renaissance. Ça fait depuis en gros, c'est depuis l'Antiquité assez lointaine, genre c'est 1000 ans avant Jésus-Christ, quoi. Oui. Donc c'est pour ça fait longtemps, ils se font chier, quoi. Ils ont pas grand-chose à faire. Et de leur Carlyle en journée. faisait partie. Il en a fait partie pendant en gros un siècle quand il était jeune, quoi. Du coup, les Volturi, ils ont cette particularité que Harrow est un collectionneur de talents. Donc, il trouve les gens et il trouve. Et par exemple, la douleur, la meuf qu'inspire la douleur, c'est Jane. Et il l'a trouvée au Moyen-Âge et elle a 12 ans dans le bouquin, par ailleurs. Donc, c'est toujours un peu plus bizarre. Parce que, voilà, avec son frère. Mais bon, en fait, les Volturi, toujours dans la métaphore filée de Stéphanie Meyer, c'est l'Église catholique, en gros. C'est le clergé romain qui est dans l'exubérance, qui se laisse aller à ses pulsions. Donc, en fait, toute la représentation des Volturi, et ça se voit beaucoup dans le 2, c'est hyper tout le temps suave, sensuel. Il y a un truc Harrow quand il prend les mains, genre Michael Sheen qui prend les mains de tout le monde avec un petit geste caressant là. C'est très gay coded aussi, Oui, je trouve. Mais alors c'est gay vraiment le coded, mais vilain gay, ils ouais. sont mariés, hein, les Volturi, et leurs femmes sont enfermées dans des tours, pour l'anecdote. De quoi? C'est Jenner. Trop d'informations. Mais pourquoi ils sont enfermés dans des tours? Bon, c'est peut-être un petit peu too much pour le podcast comme détail, mais en fait, c'est tout un lore, je vous jure. En gros, Harrow, Marcus et Eliade a fait Caius... des recherches très approfondies pour cet épisode. Ah non, mais vraiment. Non, mais je les avais déjà avant. Mais en gros, Harrow, Marcus, Caius, donc le trio de tête, ils se connaissent depuis la Grèce romantique à l'époque. Et en fait, Harrow avait transformé sa sœur, Didym, qui s'est mariée avec Marcus. Elle s'appelle Didine. From les Volturi au after work d'une entreprise, Vraiment. quoi. Eh, Didine. Didym. Mais oui, Didym. Et en fait, en gros, il a fini par tuer sa sœur. Bref, c'est toute une histoire où Marcus, il est en dépression, quoi. Il a vraiment envie de clams. Est-ce que Marcus, c'est celui qui dit finally? Oui. Dans son- Ouais, Ok, c'est oui, lui. pour Et ça. en fait, il dit finally aussi parce qu'en gros, il est maintenu un peu de force par des pouvoirs d'autres Volturi. Enfin bref, c'est toute une Ok. histoire. Et en fait, du coup, ils ont encore deux femmes, celle d'Harrow et celle de Caius, et qui sont enfermées dans une tour pour pas qu'elles s'échappent, qu'elles prennent le pouvoir par rapport à eux, quoi. Donc on est dans un délire un peu spécial, les Volturi aussi. Et toutes les femmes, enfin les femmes qui sont, il y a très peu de femmes en fait dans les Volturi, c'est que quand elles ont des dons très particuliers et qu'ils peuvent pas s'en passer, quoi. C'est un boys club comme les autres, quoi. Faut vraiment qu'elle soit particulièrement douée par rapport aux hommes. Mais du coup, toute cette très grande parenthèse sur les Volturi très précise, pour dire que finalement, en fait, c'est toujours pareil. Les Volturi sont la représentation du clergé de l'Église catholique classique, et Carlyle vient étudier auprès de ce truc-là, comme Joseph Smith a fait de la même manière à l'époque, etc. Parce qu'il était croyant, etc. Et se sépare de ça pour aller monter son propre petit club qui est mieux que les autres, mais ça plaît pas forcément aux Volturi. Enfin, il y a toute une métaphore filée de Stéphanie Meyer autour du mormonisme, évidemment, dans Twilight. Et les Volturi, c'est exactement ça. Et avec cette idée qu'eux aussi, ils ont un truc avec leur pulsion, mais ils le font de manière organisée, parce que quand même, ils sont blancs, enfin, ça va. Oui, puis de manière ils gardent ce côté pulsionnel, mais il y a quelque chose d'extrêmement raffiné, quoi. C'est ça. Il y a ce truc très de l'exubérance, mais l'exubérance contrainte, quoi. Il y a un truc où c'est bien fait quand même. J'ai juste une petite remarque à rajouter. Moi, je trouve ça très dommage que Carlyle, en sa qualité de docteur de Forks, n'ait jamais rajouté de service addictologie dans son hôpital, parce qu'on est focalisé sur Bella qui est en dépression, mais Charlie, ça ne va pas du tout, en fait. J'allais dire, c'est vrai qu'on n'a pas assez Non. parlé de Charlie dans cet On a pas épisode. Chaque plan, Charlie, il a la grande une victime. bière, c'est inquiétant, en fait. Aider ce pauvre homme. Voilà, c'est une bouteille à la mer. Je pense que c'est un acte Pour manqué. Charlie, on est Non, mais d'ailleurs, ça me fait penser que dans les scènes coupées, il y a une scène qui est très drôle où en fait, après une énième crise de Bella, Ma nouvelle sonnerie de téléphone, ça. quand je miaule, mais alors là. et ben il y a Charlie qui va la voir et qui commence à lui dire que tu sais. Moi aussi, j'ai été dépressif quand ta mère m'a quitté et que elle est partie avec toi. Moi aussi, j'ai fait des choses, j'ai fait des conneries pour soulager ma peine. Mais bon, pourquoi je dis ça? Je ne suis qu'un homme à femme, un homme célibataire. Mais en mode ironique, tu sais, voilà. Et je me suis dit, en fait, cette scène coupée, je la trouve vraiment bien parce qu'on voit bien le côté pathétique de Charlie qui se révèle en fait à sa fille, qui
évidemment sans balèque, hein, voilà, elle est là, est-ce que tu me laissais dormir? Et je trouve que cette scène, c'est dommage qu'il l'ait enlevée parce que ça a apporté un petit peu de fond finalement à sa storyline qui est assez pauvre. C'est juste voilà, le daron et juste Édouard et Jacob, comme je disais au début, ils disent tout le temps genre pense à Charlie, il va être trop triste sinon. Ah non, mais Charlie, il met des appels à l'aide partout, sauf qu'en fait, comme il n'y a pas de sécurité sociale aux États-Unis, il peut pas aller voir de psy. Franchement, c'est terrible. Pour finir, question toute bête, vous êtes plutôt vampire ou loup-garou? Eliette, qui est exaspérée. Non mais tout est fait pour qu'on préfère les vampires de toute façon. En plus les loups ils sont moches. Mais soyons honnêtes, même Jacob il préfère les vampires. Hein. Je préfère les vampires. Voilà, j'ai pas d'argument pour étayer ça. Léon, t'avais dit quoi du coup? Moi je suis team Power Rangers Force Bleue. Ah oui. Michael Cobon. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est tout ce que j'ai à dire. Nora, toi t'es vampire, loup-garou ou Michael Cobon? Oui, je vais rajouter une catégorie, je suis team la mère de Bella, moi je vais aller boire des spritz avec elle en Californie peinard, et vous allez nous... Non, elle est en Arizona, non? Elle est où? Elle est pas en Californie? Je sais plus. Non mais par contre en vrai, quelle horreur cette femme Renée. Elle est tellement pas présente. Bah Charlie non plus, hein. Attention, mais les double deux standard. Les deux, non mais clairement. Voilà. Charlie il essaye, il le fait très très mal, mais il essaye, tu vois. Il essaye à moitié parce que c'est quand même elle qui lui fait tous ses lessives, qui lui a ses calbars et qui lui fait à bouffer tous les jours. Bon, bref, c'est pas étonnant que Bella elle soit en dépression avec les parents qu'elle a, quoi. Vous l'aurez compris, on avait beaucoup de choses à dire sur Twilight Tentation. C'est donc la fin de cet épisode. Merci beaucoup les filles et j'en profite du coup pour citer la réplique, la seule et unique qui n'avait pas été citée au début de cet épisode. Les filles, where the hell have you been, Locas? On était beaucoup aujourd'hui, donc merci à Alicia, Eliette, Enora et Léon. Merci. Merci Mariana. C'était le dernier épisode de cette saison. On va maintenant se reposer pour partir un petit peu en vacances et faire dodo avant de revenir à la rentrée avec plein de nouvelles surprises pour vous. Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, on est preneuse de tous vos retours, commentaires, 5 étoiles, petits mots gentils. N'hésitez pas, on adore comme d'habitude lire vos retours et ça nous aide toujours énormément pour référencer ce podcast. On vous souhaite donc un bel été, de bonnes vacances si vous en prenez et on vous retrouve en septembre. Merci beaucoup et à bientôt.